Bienvenue dans l'inimaginable. Sur cette chaîne, Les Rares Livres, nous avons toujours exploré les savoirs anciens, les textes oubliés, les connaissances perdues. Aujourd'hui, nous franchissons une frontière. Je vous présente le soir quantique, un concept inédit où la physique quantique rencontre les profondeurs de la conscience humaine. Et pour ce premier voyage, nous plongerons dans le mystère le plus vertigineux. Comment votre moi endormi sculpte silencieusement votre réalité éveillée. Vous n'allez pas regarder vos nuits de la même manière. Vous êtes prêts? Il est un mystère qui hante les nuits de l'humanité depuis que la première conscience s'est éveillée en elle. Un secret si profondément enfoui dans le tissu même de notre être que nous avons appris à vivre avec, sans jamais vraiment le voir. Ce soir, nous allons lever le voile. Nous allons parler de cet instant où, plongé dans les ténèbres du sommeil, votre esprit devient bien plus qu'un simple rêveur. Il devient un architecte, un créateur, un observateur quantique dont le regard, bien que voilé par l'inconscience, possède le pouvoir insensé d'influencer la matière même de votre réalité. Le paradoxe que nous allons affronter ensemble est d'une beauté déchirante. La physique quantique, cette science du minuscule et de l'imperceptible, nous a appris une leçon qui défie toute logique. L'observateur modifie ce qu'il observe. Par le simple fait de regarder, de mesurer, de porter son attention sur une particule, l'être humain force cette dernière à choisir un état, à trancher dans le vif des potentialités, à s'effondrer dans une réalité tangible. C'est le fameux effet de l'observateur, le cœur battant de l'énigme quantique. Mais voilà. Que se passe-t-il lorsque cet observateur s'endort, lorsque la conscience vigilante, celle que vous croyez être la seule capable d'exercer ce pouvoir, se dissout dans les brumes du sommeil? La question n'est pas anodine, elle est vertigineuse. Car si l'observateur éveillé influence le monde à son échelle, que fait l'observateur endormi? Quel est le pouvoir de cette part de vous, cachée, silencieuse, qui veille pendant que vous dormez? C'est ce paradoxe de la conscience endormie que nous allons explorer. L'idée que vous n'êtes jamais vraiment inconscient. Une fraction de votre être, une sentinelle immémoriale, reste aux aguets. Et cette sentinelle, elle aussi, observe. Elle aussi influence. Elle aussi crée. Pendant des millénaires, nous avons considéré le sommeil comme un état de passivité. Une parenthèse nécessaire dans l'existence, un temps de recharge, un désert mental peuplé de mirages sans consistance. Nous avons relégué le rêve au rang de divertissement cérébral, de digestion psychique, de phénomène accessoire. Quelle erreur monumentale! Quelle arrogance de la conscience diurne que de croire qu'elle est le seul pilote à bord! Les anciennes traditions le savaient, elles. Les chamans, les mystiques, les sages des cultures premières parlaient du monde du rêve comme d'un plan de réalité aussi concret, aussi puissant que le monde physique. Pour eux, le voyage onirique n'était pas une évasion, c'était une chasse, une quête de savoir, une conversation avec les esprits, avec les ancêtres, avec les forces vives de l'univers. Ils savaient que ce que l'on fait la nuit a des conséquences le jour. Ils connaissaient le pouvoir créateur de l'inconscience. Ce pouvoir, la science moderne commence tout juste à en entrevoir l'immensité. Les recherches sur le sommeil paradoxal, sur l'activité cérébrale durant les rêves lucides, sur la cohérence quantique possible dans les microtubules des neurones, tout pointe vers une conclusion renversante. Votre cerveau endormi est une usine à réalité. Il ne se contente pas de rejouer le passé. Il explore des futurs probables. Il résout des problèmes complexes. Il génère des champs d'information qui, d'une manière que nous commençons à peine à modéliser, interagissent avec le champ unifié de l'univers. Vous êtes, la nuit, un dieu qui s'ignore, un démiurge façonnant l'argile du possible avec les mains de l'invisible. Mais comment accepter cette idée? Comment concevoir que nous puissions exercer un pouvoir sans en avoir la moindre conscience? C'est là que le bât blesse. Notre mental rationnel, formaté pour le contrôle et la volonté explicite, se rebelle. Il veut des preuves, des leviers, des boutons sur lesquels appuyer. Le concept de l'observateur endormi exige de nous une humilité radicale.
Il nous force à admettre que nous ne sommes pas maîtres à bord, qu'une partie essentielle de notre être œuvre dans l'ombre, sans notre permission, sans notre supervision. Cette idée peut être terrifiante. Elle l'est. Elle remet en cause notre sentiment d'identité, notre illusion du libre arbitre conscient. Pourtant, elle est aussi libératrice, car si une intelligence plus vaste, plus ancienne, plus connectée que notre petit moi diurne travaille pour nous dans les coulisses de la nuit, alors nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais démunis. Nous disposons d'un allié d'une puissance inconcevable, tapi dans nos propres profondeurs. Apprendre à collaborer avec lui, à lui faire confiance, à orienter son regard, c'est peut-être le plus grand voyage qui nous soit offert. Alors, comment vous préparer à ce voyage profond que nous allons entamer ensemble? La première étape est un lâcher-prise. Vous devez accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Les concepts que nous allons aborder flirtent avec les limites du langage. Nous parlerons de physique, de conscience, de spiritualité, dans un même souffle. Nous mélangerons le vocabulaire du laboratoire avec celui du sanctuaire. Ce n'est pas un manque de rigueur, c'est une nécessité. Le phénomène que nous étudions est hybride par nature. Il appartient à la fois au mesurable et à l'indicible. La seconde étape est l'intention. Vous n'êtes pas ici pour accumuler passivement des informations. Vous êtes ici pour vivre une expérience, pour sentir dans les fibres de votre être la vérité de ce qui va être dit. Certaines phrases résonneront en vous comme un gong, éveillant une mémoire endormie. D'autres vous sembleront obscures. Laissez faire. Faites confiance à votre observateur intérieur. C'est lui, justement, que nous cherchons à rencontrer. Enfin, la troisième étape est le courage. Regarder en face l'étendue de notre propre pouvoir est une épreuve. Cela vient avec une responsabilité immense. Si vos nuits sculptent vos jours, alors chaque moment passé dans les bras de Morphée devient un acte créateur d'une importance cruciale. Vous ne pourrez plus jamais vous endormir de la même manière. Au cours des prochains chapitres, nous allons déplier ce mystère, couche par couche. Nous commencerons par le principe fondamental. Comment le rêve, par le simple fait d'être observé de l'intérieur, effondre des potentialités et donne naissance à une réalité tangible. Nous explorerons ensuite l'idée de cette sentinelle intérieure, cette présence vigilante qui persiste au cœur même du sommeil le plus profond. Nous pénétrerons dans les archives du sommeil, ces couches de mémoire et de perception où nos observations nocturnes laissent leur empreinte. Nous verrons comment ces observations peuvent, littéralement, fissurer le miroir de la réalité conventionnelle, créant des brèches par où l'impossible s'infiltre. Nous apprendrons à dialoguer avec les parts de nous-mêmes qui échappent à la lumière de la conscience ordinaire. Nous maîtriserons les bases de la navigation lucide, cet art de prendre les commandes de notre observation endormie. Nous contemplerons les échos dimensionnels, ces infimes perturbations qui relient nos rêves à d'autres plans de réalité, et nous nous approcherons, pour finir, de l'ultime mystère. Cet œil l'éternel, cette conscience pure et sans attribut qui observe, impassible, au-delà du cycle de la veille et du sommeil, ce n'est pas un cours, c'est une initiation. Vous n'allez pas apprendre, vous allez vous souvenir, vous allez vous réveiller à une partie de vous-même que vous aviez oubliée. Alors, installez-vous confortablement. Fermez les yeux un instant, prenez une grande respiration et sentez dès à présent cette présence au fond de vous, celle qui vous regarde lire ces lignes, celle qui ne dort jamais. C'est elle que nous allons rencontrer. Le voyage vers l'observateur endormi commence maintenant. L'effondrement des potentiels. Nous ouvrons maintenant la première porte de cette exploration nocturne, et celle-ci nous conduit au cœur même du mystère quantique, l'effondrement des potentiels. Comprenez bien ceci. Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux et que le monde sensoriel se retire, vous ne plongez pas dans le néant. Vous pénétrez au contraire dans un océan de potentialités pures.
Imaginez un immense paysage quantique où tout ce qui pourrait arriver existe simultanément, dans un état de superposition fantomatique. Chaque possibilité, chaque futur alternatif, chaque version de réalité coexiste dans cette soupe primordiale de l'éventuel. Votre chambre, par exemple, n'est pas simplement votre chambre. Elle est une infinité de chambres potentielles. Elle est la chambre où vous vous êtes endormi, mais elle est aussi la chambre de votre enfance, la chambre d'un autre vous dans une réalité parallèle, la chambre vide, la chambre pleine de monde, la chambre en flammes, la chambre sous les eaux. Toutes ces réalités sont présentes, non pas comme des illusions, mais comme des états légitimes et également probables. C'est cela, le champ des potentialités. Et c'est dans ce champ que votre conscience, même endormie, va exercer sa fonction la plus fondamentale, celle de choisir. Car le rêve n'est pas le simple reflet passif de votre psyché, il est un acte de sélection radicale, un processus continu d'effondrement de la fonction d'onde. Permettez-moi de vous expliquer ce mécanisme avec une précision qui, je l'espère, vous fera sentir toute sa puissance. Dans les laboratoires de physique quantique, lorsqu'un scientifique observe une particule, il contraint cette particule à abandonner son état de superposition, où elle était à la fois onde et corpuscule, ici et là, pour se fixer dans un état déterminé. L'observation crée la réalité locale. Eh bien, sachez que dans le théâtre de votre esprit endormi, un processus similaire se produit à une échelle démesurée. Votre conscience onirique, cette flamme de perception qui continue de briller dans les ténèbres du sommeil, joue le rôle de l'expérimentateur. Elle parcourt le paysage des potentialités et, par son attention, par sa focalisation, elle en sélectionne certaines au détriment des autres. Elle prend la soupe des possibles et en extrait un récit cohérent. Elle effondre la fonction d'onde du réel possible en un rêve tangible et vécu. Vous rêvez que vous volez. À cet instant, votre conscience a effondré la potentialité volée parmi une infinité d'autres où vous marchiez, nageriez ou restiez immobile. Vous rêvez d'une personne spécifique. Votre conscience a, parmi le champ de toutes les personnes que vous avez jamais croisées ou pourriez croiser, sélectionné celle-là. Chaque image, chaque son, chaque sensation dans votre rêve est le résultat d'un effondrement. Mais sur quoi se base cette sélection ? Quelle est la logique qui guide l'observateur endormi dans son choix parmi les infinies branches de l'arbre des possibles ? La réponse est à la fois simple et vertigineusement complexe. L'observateur endormi est guidé par une loi fondamentale, la résonance émotionnelle et intentionnelle. Les potentialités qui s'effondrent en expérience onirique sont celles qui vibrent à l'unisson des charges émotionnelles non résolues, des désirs secrets, des intentions profondes et des questions existentielles que vous portez en vous. Votre esprit diurne, encombré par les contingences du quotidien, refoule souvent ces charges. Votre esprit nocturne, libéré des contraintes de la logique rationnelle, les laisse remonter à la surface, et comme un aimant, elles attirent à elles les potentialités qui leur correspondent. Une angoisse refoulée concernant votre travail deviendra le terreau fertile à partir duquel s'effondreront des scénarios oniriques de poursuite, d'échec ou de humiliation. Un désir amoureux inconscient deviendra le centre gravitationnel autour duquel s'organiseront des rêves de rencontres et de connexions. Votre observateur endormi ne choisit pas au hasard. Il sculpte le marbre des possibles avec les outils de votre âme. Il donne une forme narrative à l'informe de vos émotions les plus profondes. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que cet effondrement n'est pas sans conséquence sur votre réalité diurne. La frontière entre le rêve et l'éveil est bien plus poreuse que nous ne le croyons. La réalité que vous expérimentez le jour est elle-même un champ de potentialité qui attend d'être effondré par l'observation. Et il existe des canaux subtils, des ponts informationnels entre les effondrements qui se produisent la nuit et ceux qui se produisent le jour. Le rêve est un terrain d'entraînement, un laboratoire de création de réalité.
Les schémas que vous y répétez, les décisions que vous y prenez, les états émotionnels que vous y expérimentez, tout cela crée des traces, des autoroutes neuronales et informationnelles qui prédisposent votre conscience diurne à effondrer le monde d'une certaine manière. Avez-vous déjà remarqué que suite à un rêve particulièrement intense, votre journée semble en épouser la tonalité? Un rêve angoissant peut vous rendre irritable et attirer à vous des situations conflictuelles. Un rêve joyeux et lumineux peut, au contraire, teinter votre journée d'une grâce inexplicable, faisant apparaître des coïncidences heureuses et des rencontres bienveillantes. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est la preuve que l'effondrement des potentiels oniriques a irrigué et influencé l'effondrement des potentiels de votre réalité éveillée. Prenons un exemple concret, celui de Pierre. Pierre traverse une période de doute professionnel. Il sent confusément qu'il doit changer de voie, mais la peur de l'inconnu le paralyse. Pendant des semaines, il stagne. Puis, une nuit, il fait un rêve. Il rêve qu'il est au bord d'une falaise. Devant lui, un pont de cordes fragiles traverse un abîme pour rejoindre une vallée verdoyante et ensoleillée. Derrière lui, un chemin connu, mais aride. Dans son rêve, après un moment d'hésitation palpable, Pierre prend une profonde respiration et s'engage sur le pont. Les cordes vibrent, le vide l'appelle, mais il avance, pas à pas, jusqu'à atteindre l'autre rive où une sensation de paix et de plénitude l'envahit. À son réveil, l'émotion est encore vive. Et tout au long de la journée, quelque chose a changé. Une sérénité nouvelle l'habite. Lorsqu'une opportunité professionnelle inattendue se présente à lui, il ne la refuse pas par peur comme il l'aurait fait auparavant. Il l'examine avec curiosité et décide de tenter sa chance. Que s'est-il passé? Le rêve de Pierre a servi de champ d'expérimentation. Dans l'espace sécurisé du possible, son observateur endormi a effondré la potentialité du passage réussi, de la prise de risque couronnée de succès. Cette expérience, bien que virtuelle au sens conventionnel, a créé un schéma de réussite et un état émotionnel positif dans son système nerveux et son champ de conscience. Au réveil, ce schéma est devenu le filtre dominant à travers lequel il observe et interagit avec le monde. Il est devenu plus réceptif aux potentialités de changement et de réussite, et c'est cette réceptivité qui a permis à l'opportunité de se manifester, et à Pierre d'effondrer la réalité du « oui » plutôt que celle du « non ». Maintenant, opposons cela à l'exemple de Sophie. Sophie vit une déception amoureuse. Elle rumine, le jour, sa tristesse et sa colère. La nuit, son observateur endormi, guidé par cette charge émotionnelle lourde, effondre des potentialités qui renforcent son sentiment de victimisation. Elle rêve de trahison, d'abandon, de solitude. Chaque matin, elle se réveille plus fatiguée, plus amère, et sa journée devient le miroir parfait de ses nuits. Elle perçoit les regards des autres comme hostiles, interprète les paroles comme des critiques, et attire à elle des situations qui confirment sa croyance que les relations sont douloureuses. Son observateur endormi et son observateur éveillé sont engagés dans une boucle de rétroaction négative. L'un effondre des réalités oniriques qui nourrissent les blessures, et l'autre effondre des réalités diurnes qui valident ces mêmes blessures. La boucle se renforce et Sophie se sent prisonnière de son sort. La clé pour briser ce cycle, comme nous le verrons dans les chapitres sur la navigation lucide, est de prendre conscience de ce mécanisme et d'apprendre à influencer délibérément les effondrements nocturnes. Car c'est là le point crucial que je veux que vous emportiez avec vous. Vous n'êtes pas condamné à être le spectateur impuissant des choix de votre observateur endormi. Vous pouvez entrer en relation avec lui. Vous pouvez l'éduquer. Vous pouvez lui soumettre des intentions avant de vous endormir. Vous pouvez, par la pratique du rêve lucide, reprendre directement les commandes de l'effondrement. Imaginez-vous, dans votre rêve, devenant soudain conscient que vous rêvez. À cet instant, vous fusionnez avec votre observateur endormi. Vous regagnez votre libre arbitre. Vous pouvez alors décider de ne pas fuir le monstre, mais de lui faire face et de lui demander ce qu'il représente.
Vous pouvez décider de ne pas revivre l'échec, mais d'effondrer la potentialité de la réussite et de la célébration. Vous pouvez littéralement reprogrammer votre réalité à partir de la forge des possibles. C'est un pouvoir qui confine à la magie, et pourtant, il est ancré dans les mécanismes les plus fondamentaux de la physique de la conscience. Alors que nous nous préparons à quitter ce premier chapitre et à plonger dans le suivant, je veux que vous reteniez cette image. Vous êtes, chaque nuit, l'architecte d'un univers. Vous tenez dans vos mains, ou plutôt, dans la perception de cette part de vous qui veille, le pouvoir de choisir parmi une infinité de mondes parallèles celui que vous allez habiter pendant quelques heures. Et les échos de ce choix résonnent bien au-delà du réveil. Ils sculptent en silence la matière de vos jours. L'effondrement des potentiels n'est pas une métaphore. C'est le travail le plus fondamental de votre existence. Et comprendre cela, c'est faire le premier pas vers la maîtrise de votre propre destinée quantique. La sentinelle intérieure, que nous allons maintenant approcher, est celle qui exécute ce travail. Préparez-vous à faire sa connaissance. La sentinelle intérieure. Nous avançons maintenant plus profondément dans le sanctuaire de la nuit. Et c'est ici, dans ce silence où tout semble dormir, que nous rencontrons la présence la plus énigmatique de notre être. La sentinelle intérieure. Cette partie de vous qui ne ferme jamais les yeux. Cette conscience dans la conscience, éveillée au cœur même du sommeil, vigilante dans l'inconscience apparente, immobile au centre du tourbillon onirique. Elle est le gardien du seuil, le témoin éternel, celui qui observe sans juger, qui enregistre sans interférer et qui surtout maintient allumée la flamme de votre identité à travers les cycles de la veille et du rêve. Sans elle, vous ne seriez qu'une série de mois disjoints, un kaléidoscope de conscience éphémère sans continuité. C'est elle qui assure la permanence du « je » à travers la métamorphose perpétuelle de votre expérience. Imaginez un phare au milieu d'un océan déchaîné. Les vagues sont vos émotions, les tempêtes sont vos pensées, les courants sont les flux de votre inconscient. Le phare, solide, immuable, projetant sa lumière dans les ténèbres, c'est elle. La sentinelle. Elle n'arrête pas la tempête, elle ne calme pas les vagues, mais elle offre un point de repère, une lumière directrice. Dans le contexte du sommeil, son rôle est absolument crucial. Lorsque votre conscience ordinaire, celle qui gère le quotidien, se met en veille, la sentinelle prend le relais. Elle est l'opérateur qui maintient les fonctions essentielles. Elle est celle qui veille à ce que votre corps continue de respirer, que votre cœur continue de battre. Mais elle est aussi, et c'est là que notre exploration devient fascinante, celle qui garde la porte entre les mondes. Elle filtre les influx, elle régule l'accès au champ des potentialités, elle supervise l'effondrement des rêves dont nous parlions au chapitre précédent. Elle est le metteur en scène de ce théâtre intime où se joue, nuit après nuit, le drame de votre évolution. Mais qui est-elle vraiment? Est-ce votre subconscient, votre âme, votre esprit, votre moi supérieur? Les traditions spirituelles et les courants de psychologie profonde lui ont donné 1000 noms. Les anciens Égyptiens parlaient du Ka, ce double spirituel qui voyageait pendant le sommeil. Les traditions hindoues évoquent le Sakshin, le témoin. Carl Jung pointait vers le soi, cet archétype central qui organise la psyché. Peu importe le nom que nous lui donnons. Ce qui compte, c'est de reconnaître sa fonction et sa nature. La sentinelle n'est pas vous, au sens de votre personnalité, de votre ego, de votre histoire. Elle est plus vaste que cela. Elle est le substrat à partir duquel votre personnalité émerge. Elle est le ciel à partir duquel les nuages de vos pensées se forment et se dissipent. Elle ne possède pas de contenu propre. Elle est pure conscience, pure présence, pure capacité de témoignage. C'est pourquoi elle ne dort jamais. Elle n'a pas besoin de dormir, car elle n'est pas un processus, mais le contexte dans lequel tous les processus, y compris le sommeil, se déroulent. Comment alors percevoir cette sentinelle? Comment savoir qu'elle est là?
La plupart d'entre nous passent notre vie sans jamais avoir conscience de sa présence, précisément parce qu'elle est si fondamentale, si constante, qu'elle se confond avec l'arrière-fond de notre existence. C'est comme demander à un poisson de remarquer l'eau dans laquelle il nage. Pourtant, il existe des moments où son voile se lève, des instants de grâce où nous pouvons entrevoir sa présence. Ces moments se produisent souvent dans les états liminaux, aux frontières de la conscience. Au moment de vous endormir, dans cet état hypnagogique où le corps s'alourdit et où l'esprit commence à divaguer, si vous parvenez à maintenir un fil d'attention, vous pouvez sentir un dédoublement. Il y a la partie de vous qui sombre dans le sommeil, et il y a cette autre partie, minuscule point de lucidité, qui observe la descente. De même, au réveil, dans la toute première seconde où la conscience émerge du néant, avant même que votre nom, vos soucis ou vos plans de la journée ne reviennent, il n'y a qu'une pure sensation d'être, un « je suis » sans qualificatif. C'est la sentinelle à l'état pur, c'est sa signature. Son rôle dans le processus onirique est triple. Premièrement, elle est l'origine de la lumière qui illumine le rêve. Sans elle, le rêve serait une pièce de théâtre jouée dans le noir, pour personne. C'est la conscience de la sentinelle qui donne au rêve sa qualité d'expérience vécue. Deuxièmement, elle est le garant de la cohérence narrative. Même dans les rêves les plus chaotiques, il y a un fil, un sentiment que c'est à vous que cela arrive. Cette continuité, c'est elle qui la fournit. Elle est le ciment qui lie les fragments oniriques en une histoire unique. Troisièmement, et c'est le point le plus crucial pour notre propos, elle est l'instrument de l'observation quantique endormie. C'est par elle, à travers elle, que s'exerce le pouvoir d'effondrement des potentialités. Lorsque vous rêvez d'un paysage, ce n'est pas votre ego qui choisit les arbres, la couleur du ciel ou la sensation du vent. C'est la sentinelle, guidée par les charges émotionnelles et les intentions profondes de votre psyché, qui opère la sélection dans le champ des possibles. Elle est la main qui sculpte l'argile quantique. Maintenant, posons-nous cette question vertigineuse. Si la sentinelle est toujours éveillée, toujours consciente, que perçoit-elle pendant que nous rêvons? Perçoit-elle le rêve comme nous le percevons? La réponse est non. Sa perception est d'un ordre différent. Elle ne vit pas le rêve, elle le témoigne. Imaginons une analogie. Vous regardez un film. Vous êtes absorbé par l'histoire. Vous avez peur pour le héros. Vous êtes triste ou joyeux. C'est l'expérience de votre ego dans le rêve. Mais en même temps, il y a une partie de vous qui sait que vous êtes assis dans un fauteuil, dans une salle de cinéma, en train de regarder des images projetées sur un écran. Cette partie qui sait, c'est la sentinelle. Pour elle, le rêve n'est pas une réalité à part entière, mais un contenu de conscience, un jeu de forme et de lumière à l'intérieur de son propre champ. Cette distinction est fondamentale car elle ouvre la porte à la lucidité. La lucidité onirique n'est rien d'autre que le moment où votre ego, votre conscience de rêveur, se souvient de son identité avec la sentinelle. C'est le moment où, dans le film, le héros se retourne, regarde la caméra et vous dit « Je sais que tu es là, et je sais que ce n'est qu'un film ». À cet instant, les barrières s'effondrent et vous regagnez votre pouvoir créateur. Cultiver une relation avec sa sentinelle intérieure est donc l'enjeu essentiel pour quiconque souhaite maîtriser son expérience nocturne et, par extension, influencer sa réalité. Comment faire? La première étape est la reconnaissance. Prenez des moments dans votre journée, ne serait-ce que 30 secondes, pour vous arrêter, fermer les yeux et simplement vous demander « Qui est celui qui regarde? Qui est celui qui écoute ?» Ne cherchez pas une réponse conceptuelle. Sentez la présence qui est là, avant toute pensée, avant toute émotion. Cette présence silencieuse, c'est elle. La seconde étape est le dialogue intérieur. Avant de vous endormir, au lieu de subir passivement l'arrivée du sommeil, adressez-vous à votre sentinelle. Formulez une intention simple et claire. Dites-lui en silence « Cette nuit, je souhaite rencontrer la source de ma créativité. »
ou « guide-moi vers la compréhension de cette situation » ou simplement « montre-moi ce que j'ai besoin de voir ». Vous ne parlez pas dans le vide. Vous parlez à la partie de vous la plus réceptive et la plus puissante qui soit. La troisième étape est la gratitude au réveil. En ouvrant les yeux, avant que le mental ne se précipite sur la journée, prenez un instant pour remercier cette présence d'avoir veillé sur vous. Remerciez-la pour le rêve, même si vous ne vous en souvenez pas. Ce simple geste renforce le lien et affine votre capacité à percevoir son action. La sentinelle intérieure n'est pas une abstraction. Elle est l'expérience la plus concrète et la plus immédiate qui soit, car elle est vous, dans votre essence la plus nue. Elle est le socle de votre être. En apprenant à la reconnaître, vous ne découvrez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de qui vous avez toujours été. Et c'est de cette reconnaissance que naît la possibilité d'un sommeil véritablement conscient, d'un rêve véritablement créateur, et d'une vie où la frontière entre la nuit et le jour n'est plus une barrière, mais un pont. Un pont que votre sentinelle a toujours gardé, attendant patiemment que vous, de l'autre côté, décidiez enfin de le traverser pour la rencontrer. Dans le prochain chapitre, nous pénétrerons dans les archives où toutes ces expériences sont conservées, là où la mémoire de la sentinelle s'imprime pour l'éternité. Les archives du sommeil. Nous voici parvenus au lieu peut-être le plus sacré de notre exploration, le dépôt ultime où chaque fragment de nos nuits trouve sa demeure éternelle. Les archives du sommeil. Imaginez une bibliothèque sans fin, dont les étagères ne seraient pas faites de bois, mais des fibres mêmes de la conscience, et dont les livres ne contiendraient pas de mots, mais l'essence vivante de chaque rêve, de chaque observation, de chaque réalité effondrée dans le théâtre de votre esprit endormi. Ce lieu n'est pas une métaphore. Il existe dans un espace qui transcende le physique, un plan informationnel où tout ce que vous avez jamais vécu en rêve est enregistré, préservé et, surtout, reste accessible. C'est la mémoire de la sentinelle, la banque de données de votre être quantique, le grenier infini où nos observations s'impriment pour l'éternité. Pour comprendre la nature de ces archives, il nous faut d'abord accepter un postulat fondamental. Rien de ce qui est expérimenté n'est jamais perdu. Chaque pensée, chaque émotion, chaque image onirique laisse une trace dans le champ de la conscience. Lorsque vous êtes éveillé, vos expériences sont stockées dans la mémoire biologique de votre cerveau, dans le réseau complexe de vos neurones et de vos synapses. Mais lorsque vous dormez et que votre conscience opère depuis un état plus profond, plus détaché des limitations du corps physique, les enregistrements se font à un niveau bien plus subtil. Ils s'impriment directement dans ce que les traditions mystiques appellent le corps causal ou la matrice akashique, et ce que la science moderne commence à entrevoir comme le champ informationnel quantique. C'est un niveau de réalité où le temps et l'espace tels que nous les connaissons n'ont plus cours. Dans les archives du sommeil, votre premier rêve d'enfant existe avec la même fraîcheur vibratoire que le rêve que vous avez fait la nuit dernière. Tout est maintenant. Le processus d'enregistrement est intimement lié à l'intensité de l'observation. Plus un rêve est vécu avec une conscience aiguë, plus l'émotion est forte, plus le sentiment de réalité est saisissant, et plus l'empreinte laissée dans les archives est profonde et durable. C'est la raison pour laquelle certains rêves nous marquent à vie, tandis que d'autres s'estompent en quelques secondes après le réveil. Ceux qui persistent sont ceux qui ont été téléchargés avec un voltage émotionnel et attentionnel suffisant pour traverser la barrière du sommeil et s'ancrer dans notre mémoire à long terme. Mais, et c'est un point capital, même les rêves que nous oublions totalement ne sont pas perdus. Ils sont simplement stockés dans des couches plus profondes des archives, hors de portée de la mémoire consciente de l'éveil, mais parfaitement accessibles à la sentinelle intérieure et à certaines techniques de régression ou de méditation profonde. Que contiennent exactement ces archives? Elles ne stockent pas seulement la séquence narrative de vos rêves, l'histoire, les personnages, les lieux. Elles enregistrent la totalité de l'expérience sensorielle et émotionnelle. La sensation du vent sur votre peau dans un rêve de vol, la saveur d'un fruit dans un festin onirique, la couleur exacte d'un ciel qui n'existe pas sur Terre,
la terreur glaciale d'une poursuite, la joie expansive d'une réunion, tout est capté dans sa résolution la plus haute. Plus fascinant encore, elles enregistrent également les potentialités qui n'ont pas été effondrées, les chemins que vous n'avez pas pris dans le rêve, les paroles que vous n'avez pas dites, les portes que vous n'avez pas ouvertes. Les archives conservent la carte complète de l'arbre des possibles qui s'est présenté à vous à chaque instant onirique. C'est une bibliothèque des mondes rêvés, mais aussi des mondes possibles. L'accès à ces archives n'est pas réservé à une élite. Chacun de nous y puise constamment, le plus souvent de manière totalement inconsciente. Avez-vous déjà eu soudainement, en pleine journée, une idée géniale, une solution à un problème qui vous tracassait depuis des semaines, comme si elle tombait du ciel? Cette inspiration est souvent le fruit d'un travail souterrain qui s'est opéré dans les archives du sommeil. Votre conscience diurne a accédé, sans en avoir conscience, à une information résidant dans ces couches profondes. De même, les rêves récurrents sont des signes que les archives tentent d'attirer votre attention sur un pattern, une leçon, une mémoire qui demande à être intégrée. Le rêve revient encore et encore parce que l'enregistrement est chargé d'une énergie non résolue qui cherche à se décharger, à être comprise, à être libérée. La structure de ces archives n'est pas linéaire, mais holographique et associative. Elle ne fonctionne pas comme une timeline, mais comme un réseau de nœuds vibratoires. Un même élément, une émotion de peur par exemple, peut servir de porte d'entrée vers tous les rêves où cette peur a été expérimentée, qu'importe leur époque. Une couleur, une mélodie, une sensation tactile peut opérer comme une clé ouvrant un corridor entier de mémoires oniriques interconnectées. C'est la raison pour laquelle un parfum fugace dans la rue peut parfois déclencher en vous un sentiment de nostalgie intense, un souvenir de rêve sans image claire, mais chargé d'une émotion pure. Votre être a reconnu la signature vibratoire et a accédé, ne serait-ce qu'un instant, à la section des archives qui lui est associée. Comment, alors, pouvons-nous accéder consciemment à cette mine d'or de savoir et de compréhension? La première clé est l'intention. Avant de vous endormir, formulez clairement le désir de vous souvenir de vos rêves ou d'explorer une question spécifique dans les archives. Votre sentinelle intérieure entendra cette intention et orientera votre expérience en conséquence. La seconde clé est la pratique du journal de rêve. Tenir un cahier à votre chevet et y noter immédiatement au réveil le moindre fragment, la moindre sensation, est un acte magique. Il ne s'agit pas seulement de conserver des souvenirs, il s'agit d'envoyer un signal puissant à votre psyché tout entière. Ce qui se passe la nuit est important pour moi. Cette simple action augmente considérablement votre capacité à vous souvenir et affine votre connexion avec les archives. La troisième clé, plus avancée, est la méditation contemplative. En état de relaxation profonde, vous pouvez vous connecter intentionnellement aux archives. Visualisez-vous devant une immense bibliothèque. Demandez à rencontrer le gardien des archives, qui n'est autre qu'un aspect de votre sentinelle intérieure. Posez-lui une question, une intention. Laissez ensuite venir à vous les images, les sensations, les savoirs. Il ne s'agit pas de forcer, mais de recevoir. Les informations ne viendront pas nécessairement sous la forme d'un film de rêve complet, mais peut-être comme un savoir intuitif, un sentiment de certitude ou un symbole unique chargé de meaning. Le pouvoir de ces archives va bien au-delà de la simple curiosité onirique. Elles sont un outil de guérison profonde. En revisitant consciemment un rêve traumatisant stocké dans les archives, vous pouvez en modifier la charge émotionnelle. Par la lucidité ou par la visualisation en état méditatif, vous pouvez retourner dans le scénario et en changer l'issue. Vous pouvez affronter le monstre et découvrir qu'il n'est fait que d'une peur non nommée. Vous pouvez ouvrir la porte interdite et y trouver un trésor. Ce travail de réécriture n'est pas une falsification, c'est une réintégration. Vous reprenez le pouvoir sur une énergie qui était restée piégée et qui, une fois libérée et transformée, cesse de générer des patterns négatifs dans votre vie éveillée. Les archives du sommeil sont aussi le terreau de notre créativité la plus pure.
Les artistes, les inventeurs, les scientifiques de génie ont toujours puisé dans ce réservoir. Les mélodies de Mozart, la théorie de la relativité d'Einstein, les poèmes de Breton, nombre de leurs intuitions fulgurantes leur sont venues en rêve ou dans cet état de semi-conscience où la porte des archives est entr'ouverte. En apprenant à naviguer dans cette bibliothèque intérieure, vous n'accédez pas seulement à votre histoire personnelle, vous vous branchez sur un champ de potentialité créatrice infinie, à la source même de l'imagination humaine. Enfin, il existe une dimension des archives qui nous connecte à quelque chose de plus vaste que notre individualité. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, ce réservoir commun à l'humanité entière, peuplé d'archétypes universels. Les archives du sommeil sont notre porte d'entrée personnelle vers cet océan. Lorsque vous rêvez d'une figure de sage, de la mère primordiale, du héros ou du trickster, vous ne puisez pas seulement dans votre psyché. Vous vous connectez à des patterns de conscience qui transcendent le temps et l'espace, des formes pensées qui ont été nourries par l'humanité depuis ses origines. Vos archives personnelles sont comme une rivière qui se jette dans l'océan de la mémoire collective. Alors, en refermant ce chapitre, je vous invite à considérer vos nuits sous un jour nouveau. Chaque fois que vous fermez les yeux, vous n'entrez pas dans un néant, mais dans un atelier d'enregistrement cosmique. Chaque rêve est un livre que vous écrivez et qui rejoint les rayonnages infinis de votre bibliothèque d'âme. Ces archives ne sont pas un cimetière de souvenirs, mais un laboratoire vivant, un champ de potentialités actives qui attendent seulement votre regard conscient pour se révéler et influencer le cours de votre existence. Prendre conscience de leur existence, c'est acquérir la clé d'un royaume intérieur d'une richesse inouïe. Et c'est dans les profondeurs de ce royaume, comme nous le verrons au prochain chapitre, que se produisent parfois des fissures, des brèches, où le miroir de la réalité conventionnelle se brise pour laisser entrevoir l'impossible. Le miroir brisé. Nous pénétrons maintenant dans le territoire le plus déstabilisant de notre exploration, là où le voile entre les mondes se déchire et où l'impossible fait irruption dans le champ du possible. Le miroir brisé. Cette image puissante évoque le moment où la surface lisse et réfléchissante de notre réalité conventionnelle se fracture, révélant non pas un vide, mais une profondeur insoupçonnée, une multiplicité de réalités qui coexistent derrière l'illusion de l'unité. Ce chapitre est consacré à ces instants rares, mais capitaux, où nos rêves ne se contentent plus de refléter ou d'influencer subtilement la réalité, ils la fracturent. Ils créent des failles par où s'engouffre l'inimaginable, des brèches quantiques où la logique du monde diurne vacille et où les lois de la physique semblent momentanément suspendues. Comprendre ce phénomène exige de revenir à la nature fondamentale de ce que nous appelons la réalité. Notre expérience quotidienne est le résultat d'un consensus, un effondrement collectif et largement inconscient de potentialités quantiques en une trame cohérente et prédictible. Nous nous sommes mis d'accord, en tant qu'observateurs liés les uns aux autres dans le champ unifié, pour voir une chaise comme une chaise, pour respecter la flèche du temps, pour accepter que les murs soient solides. C'est le miroir poli et sans défaut de la réalité conventionnelle. Mais ce miroir n'est pas incassable. Il est maintenu par la continuité et la cohérence de notre observation collective. Le rêve, lui, est le domaine de l'observation individuelle et souveraine. Lorsque, dans l'état de sommeil, votre conscience se retire de ce consensus, elle retrouve une liberté radicale. Elle peut alors effondrer des potentialités si étranges, si éloignées de la norme, qu'elle crée une dissonance cognitive profonde. Et parfois, cette dissonance est si puissante qu'elle ne reste pas confinée à la nuit. Elle traverse la barrière du sommeil et vient impacter la matière même de votre réalité éveillée, y laissant une fissure. Ces fractures se manifestent de plusieurs manières. La plus commune est le rêve prémonitoire. Vous rêvez d'un événement précis, un accident, une rencontre, une nouvelle, avec une clarté et un réalisme saisissant. Puis, quelques heures ou quelques jours plus tard, l'événement se produit dans la réalité, identique en tout point à sa version onirique.
Le mécanisme ici n'est pas que le rêve prédit l'avenir, comme on consulterait un oracle. Non. Le rêve, par la puissance de focalisation de votre observateur endormi, a effondré une potentialité future qui était déjà présente dans le champ des possibles. Il a opéré une ponction dans le futur et l'a ramené dans le présent de votre expérience nocturne. L'écart entre les deux réalités, la version rêvée et la version vécue, est si mince qu'il crée une sensation de fissure, l'impression troublante que le temps n'est pas linéaire, mais un paysage que l'on peut parcourir dans toutes les directions. Une autre manifestation, plus rare, est la modification physique. Il s'agit de cas, documentés mais souvent relégués aux marges de la science, où une expérience onirique intense laisse une trace tangible sur le corps ou sur l'environnement immédiat. Une personne rêve qu'elle est brûlée et se réveille avec une marque de brûlure sur la peau. Une autre rêve qu'un objet se brise et le trouve effectivement brisé au réveil. Ces phénomènes, que la raison rejette instinctivement, pointent vers une vérité vertigineuse. L'observation n'est pas séparée de la matière. L'observateur et l'observé sont un. Dans l'état de rêve profond, où la conviction de la réalité de l'expérience est totale, l'effet de l'observateur peut atteindre une intensité telle qu'il interagit directement avec le champ quantique qui sous-tend la réalité physique. La conscience, littéralement, sculpte la matière. Le rêve n'est pas alors une image dans la tête, mais un événement qui se produit dans un espace de réalité plus fondamental et dont les conséquences se répercutent dans notre dimension. La troisième et peut-être plus profonde fracture est ce que l'on pourrait appeler la brèche identitaire. C'est le moment, dans un rêve lucide particulièrement puissant, où vous prenez conscience non seulement que vous rêvez, mais que le « vous » qui rêve n'est qu'un fragment, un avatar temporaire. Vous percevez l'existence d'autres vous, dans d'autres réalités, vivant d'autres vies. Vous sentez la porosité de votre propre identité. Au réveil, cette expérience laisse une empreinte indélébile. La certitude que votre moi conscient n'est qu'une île émergée d'un archipel de soi bien plus vaste. Cette fracture dans le miroir de l'ego est souvent une expérience initiatique, à la fois terrifiante et libératrice, qui remet en cause toute votre conception de qui vous êtes. Comment expliquer que ces fractures ne se produisent pas à chaque rêve? Pourquoi le miroir reste-t-il généralement intact? La réponse réside dans la qualité et l'intensité de l'observation. La plupart de nos rêves sont observés avec une conscience diffuse, flottante. L'effet d'effondrement est alors faible, localisé à la bulle onirique. Mais lorsque l'observation atteint un certain seuil d'intensité, par la lucidité, par la charge émotionnelle extrême, terreur, extase, ou par une forme de grâce inexplicable, son pouvoir perce la membrane qui sépare habituellement les plans de réalité. C'est comme si une lumière trop forte traversait non seulement l'image projetée, mais aussi l'écran lui-même. Le rôle de la sentinelle intérieure dans ce processus est crucial. Elle est à la fois le générateur de cette intensité et le régulateur de ses effets. Dans un état de conscience ordinaire, elle filtre et atténue l'impact de nos observations pour préserver la cohérence de l'expérience de veille. Mais dans certaines circonstances, ce filtre peut être levé intentionnellement ou accidentellement. Les pratiques chamaniques, par exemple, utilisent des états modifiés de conscience précisément dans le but de créer délibérément ces brèches, ces portes vers d'autres réalités pour en rapporter du savoir ou du pouvoir de guérison. Pour l'individu moderne, vivre une telle fracture peut être profondément déstabilisant. Notre mental, structuré pour maintenir l'ordre et la prédictibilité, interprète cette expérience comme une menace. Le danger est alors de soit rejeter l'expérience dans le déni, soit de sombrer dans un questionnement paralysant sur la nature du réel. La voie du milieu, et c'est la seule saine, est d'accepter la fracture comme un rappel. Un rappel que la réalité que nous percevons n'est qu'une version parmi une infinité d'autres. Un rappel que notre conscience est un outil bien plus puissant que nous ne l'imaginons. Un rappel que le mystère n'est pas à la périphérie de l'existence, mais en son cœur même. Apprendre à intégrer ces expériences sans se perdre est un art.
Cela commence par l'humilité. Reconnaître que nous ne comprenons qu'une infime partie des mécanismes de l'univers. Cela continue par la pratique. Tenir un journal détaillé de ses rêves fracturants, noter les sensations physiques et émotionnelles, les synchronicités qui suivent. Cela implique aussi de cultiver un ancrage solide dans la réalité conventionnelle, le corps, les relations, la nature, pour pouvoir naviguer entre les mondes sans perdre pied. Le miroir brisé n'est pas un signe de folie, mais un signe de profondeur. C'est la preuve que votre observation endormie a touché à quelque chose de fondamental. Ces fractures sont des invitations à élargir notre conception de nous-mêmes et du cosmos. Elles nous montrent que le rêve n'est pas un divertissement nocturne, mais un champ d'expérimentation existentielle où les limites de notre être sont sans cesse repoussées. En apprenant à reconnaître et à respecter ces moments où le réel se fracture, nous ne sombrons pas dans le chaos. Au contraire, nous nous ouvrons à une réalité plus vaste, plus riche et infiniment plus mystérieuse. Une réalité où, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, il devient possible d'engager un dialogue avec les parts de nous-mêmes qui habitent ces territoires de l'ombre. Dialogues avec l'ombre. Nous descendons maintenant dans les cryptes de la conscience, là où reposent ces parts de nous-mêmes que nous avons appris à nier, à refouler, à exiler dans les ténèbres intérieures. L'ombre. Ce terme, popularisé par Carl Jung, ne désigne pas le mal ou la noirceur, mais la totalité de ce que nous refusons de reconnaître en nous. C'est l'ensemble de nos émotions interdites, de nos désirs inavouables, de nos talents méprisés, de nos vulnérabilités cachées, de nos potentialités non vécues. Tout ce qui, pour une raison ou une autre, n'a pas été admis à la lumière de notre conscience diurne, se retrouve relégué dans cette terre d'exil intime. Et c'est précisément dans le théâtre du rêve, dans cet espace de liberté absolue qu'offre l'observation endormie, que ces exilés trouvent la force de se manifester. Ils reviennent nous hanter, non par malveillance, mais par un besoin vital d'intégration, de reconnaissance, d'achèvement. Engager le dialogue avec eux n'est pas un acte de morbidité, mais le geste le plus thérapeutique et le plus créateur que nous puissions accomplir pour notre propre totalité. La nuit, lorsque le censeur diurne, notre persona, notre masque social, se met en veille, l'ombre trouve les moyens de s'exprimer. Elle se présente à nous sous des déguisements symboliques, le monstre qui nous poursuit, l'étranger au regard menaçant, l'animal sauvage, la figure obscène ou terrifiante, mais aussi parfois le mendiant, l'enfant abandonné, le vieux sage reclus. Chaque personnage onirique qui suscite en nous une réaction émotionnelle forte, peur, colère, dégoût, mais aussi une curiosité irrésistible ou une pitié inexplicable, est un émissaire de l'ombre. Il est porteur d'un message, d'une énergie, d'une part de nous-mêmes qui réclame son dû, le droit d'exister dans la totalité de notre être. Refuser ce dialogue, fuir systématiquement ces figures dans nos rêves, c'est renforcer leur exil et leur donner, paradoxalement, plus de pouvoir sur nous de manière indirecte et souvent néfaste. Car une énergie refoulée ne disparaît pas. Elle grandit dans l'obscurité et finit par se manifester sous forme de symptômes, de compulsions, d'échecs répétitifs ou de ces humeurs noires qui semblent tomber sur nous sans raison. Le premier pas vers le dialogue est donc le courage de faire face. Dans le rêve, cela se traduit par le geste de la lucidité. Au lieu de fuir le prédateur, se retourner et lui faire face. Au lieu de refermer la porte sur la pièce interdite, l'ouvrir et y pénétrer. Au lieu de détourner le regard de l'être difforme, le regarder droit dans les yeux et demander « Qui es-tu ? Que veux-tu ? Que représentes-tu pour moi ?» Ce simple acte de confrontation, porté par l'observation éveillée de la sentinelle intérieure, transforme radicalement la dynamique du rêve. Le monstre qui semblait vouloir vous dévorer se met souvent à parler, se transforme, ou vous révèle un objet, un symbole, une clé. Il n'était pas là pour vous détruire, mais pour vous restituer un pouvoir que vous aviez perdu. Prenons l'exemple de Laura, qui rêvait depuis des mois d'une vieille femme repoussante, accroupie dans le coin sombre d'un grenier. Dans le rêve,
Laura avait toujours peur et s'enfuyait. Une nuit, en pratiquant la lucidité, elle trouve le courage de s'approcher. La vieille femme lève un visage ridé et lui tend un miroir. En s'y regardant, Laura y voit non pas son propre reflet, mais une série d'images, elle-même en train de peindre avec passion, puis rangeant ses pinceaux pour toujours pour un emploi de bureau sérieux. La vieille femme n'était autre que son talent artistique exilé, devenu amer et difforme par des années de négligence. Ce rêve fut le début d'un processus de réintégration qui amena Laura à reprendre la peinture, non comme un hobby, mais comme une part essentielle de son identité. Le langage de l'ombre est un langage symbolique, émotionnel et profondément personnel. Il ne répond pas à la logique rationnelle, mais à celle du cœur et de l'inconscient. Pour dialoguer avec lui, il faut donc apprendre à parler cette langue. Avant de vous endormir, vous pouvez programmer votre intention. Cette nuit, je souhaite rencontrer la part de moi qui a le plus besoin de s'exprimer. Au réveil, si un rêve marquant vous habite, ne vous contentez pas de l'analyser intellectuellement. Utilisez la technique de l'écriture active. Prenez votre journal et, pour chaque figure d'ombre, écrivez un dialogue. Laissez venir les questions de votre moi conscient, puis, sans réfléchir, laissez venir les réponses de la figure onirique. Vous serez étonné de la sagesse, de la justesse et parfois de la douleur qui émergera de cet échange. Une autre technique puissante est l'incarnation. En état de méditation, revivez le rêve et, au moment de la confrontation, incarnez physiquement la figure de l'ombre. Parlez avec sa voix, adoptez sa posture, exprimez sa colère ou sa tristesse. Ce jeu de rôle psychodramatique permet une intégration corporelle et émotionnelle bien plus profonde qu'une simple analyse. Le but ultime de ce dialogue n'est pas de vaincre l'ombre, ni de l'illuminer pour la faire disparaître. Il est de l'intégrer. Intégrer, c'est reconnaître que cette énergie fait partie de vous, lui donner une place légitime dans votre psyché et apprendre à utiliser son potentiel de manière consciente et créative. La colère refoulée, une fois intégrée, devient une force de boundary setting et d'affirmation de soi. La vulnérabilité cachée devient une capacité d'empathie et de connexion authentique. La part sauvage et instinctive devient une source de vitalité et de créativité débordante. L'ombre n'est pas notre ennemi. Elle est une réserve d'or non exploitée, une partie de notre âme qui attend d'être rachetée. Ce travail d'intégration a des conséquences directes sur notre pouvoir d'observation quantique endormi. Une psyché fragmentée, où de larges parts sont exilées dans l'ombre, est comme un miroir brisé. Son observation est dispersée, incohérente, facilement capturée par les peurs et les désirs non reconnus. Elle effondre des réalités oniriques chaotiques et des patterns diurnes répétitifs. Une psyché intégrée, en revanche, où un dialogue fluide s'est établi entre la lumière et l'ombre, possède une observation unifiée et puissante. Elle peut consciemment orienter son regard vers les potentialités qui servent son épanouissement global. L'observateur endormi devient alors un architecte lucide, utilisant la totalité de ses matériaux intérieurs, y compris ceux qui venaient des ténèbres, pour construire des rêves cohérents et, par leur intermédiaire, une réalité diurne plus alignée et plus riche. Dialoguer avec son ombre est un acte d'amour de soi radical. C'est accepter de rencontrer ses propres fantômes, non pour les exorciser, mais pour les inviter à table, pour écouter leur histoire, pour reconnaître qu'ils font partie de la famille. C'est un processus sans fin, car l'ombre évolue avec nous. Chaque nouveau niveau de conscience fait émerger de nouvelles couches d'ombre à reconnaître et à aimer. Mais chaque dialogue, chaque intégration, nous rend un peu plus entiers, un peu plus libres, un peu plus puissants. Et c'est de cette totalité retrouvée que nous pourrons, dans le chapitre suivant, apprendre les rudiments de la navigation lucide, cet art de prendre délibérément la barre de notre vaisseau onirique pour le diriger vers les rives de notre choix. Le dialogue avec l'ombre n'est pas une fin en soi, il est la condition préalable à la maîtrise de notre propre devenir. La navigation lucide. Nous arrivons maintenant au cœur pratique de notre exploration,
au moment où la théorie se mue en pouvoir tangible. La navigation lucide est cet art suprême qui consiste à passer du statut de passager à celui de pilote dans le vaisseau de votre conscience onirique. C'est l'acte délibéré de reprendre les commandes de votre observation endormie pour orienter le flux des potentialités qui s'effondrent en votre réalité de rêve. Imaginez, vous êtes dans un rêve et soudain, une étincelle jaillit dans les profondeurs de votre être. Une prise de conscience cristalline, incontestable. Je suis en train de rêver. À cet instant, tout change. Le monde onirique, qui semblait aussi contraignant que la réalité physique, se révèle être une pâte malléable, une toile waiting pour le pinceau de votre intention. Vous venez de devenir lucide. Et cette lucidité est la clé qui ouvre les portes de la création consciente. La lucidité n'est pas un état binaire, mais un spectre. Elle peut aller de la simple reconnaissance du fait que l'on rêve, une lucidité faible, à un état de conscience hyper alerte où la clarté perceptuelle et la liberté d'action rivalisent, voire surpassent celle de l'état de veille, une lucidité forte. Dans cet état de grâce, vous n'êtes plus le jouet de votre inconscient. Vous en devenez le collaborateur, le co-créateur. Vous n'observez plus passivement le paysage des potentialités. Vous y plongez les mains pour en sculpter les formes. Vous pouvez décider de voler vers le soleil, de traverser les murs, de convoquer des êtres chers ou des guides, d'explorer des paysages intérieurs ou de poser des questions existentielles à la conscience elle-même. La navigation lucide, c'est l'application de votre libre arbitre dans le champ des possibles quantiques. Comment atteindre cet état ? La voie royale vers la lucidité passe par le développement d'un scepticisme sain et constant, une habitude de questionner la nature de votre réalité, que vous soyez éveillé ou endormi. Dans la journée, cultivez l'habitude des tests de réalité. Interrogez-vous plusieurs fois par jour. Suis-je en train de rêver ? Regardez vos mains. Observez si leurs lignes sont normales. Lisez une phrase, détournez le regard, puis relisez-la pour voir si elle a changé. Dans un rêve, les textes et les détails ont tendance à fluctuer. En ancrant cette habitude dans votre vie diurne, elle finira par se manifester dans vos rêves. Vous ferez un test de réalité au milieu d'un scénario onirique et, constatant une anomalie, la lucidité s'allumera. Une autre technique puissante est la visualisation avant le sommeil. Allongé dans votre lit, au bord de l'endormissement, répétez-vous avec conviction « Cette nuit, dans mon rêve, je me souviendrai que je rêve ». Programmez votre sentinelle intérieure. Elle est votre allié dans ce processus. Une fois la lucidité acquise, la véritable navigation peut commencer. Et celle-ci repose sur deux piliers, l'intention et l'émotion. Votre volonté dans le rêve lucide n'est pas une force brute, mais un aimant subtil. Pour modifier le rêve, vous n'avez pas besoin de lutter contre lui, de forcer les images à changer. Cette approche mène souvent à l'échec ou au réveil prématuré. La clé est plus nuancée. Elle consiste à formuler une intention claire et à lui associer l'émotion correspondante, puis à attendre que le rêve se reconfigure pour répondre à cette demande. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer un guide spirituel, ne vous contentez pas de le vouloir. Tournez-vous vers l'espace du rêve, formulez silencieusement votre demande et sentez en votre cœur le sentiment d'anticipation joyeuse, de respect et de curiosité que cette rencontre provoquerait. L'énergie émotionnelle est le carburant qui permet à l'intention de se matérialiser. Le rêve est un milieu vivant et intelligent qui répond à la qualité de votre vibration intérieure. La navigation lucide ouvre des territoires d'exploration illimités. Vous pouvez l'utiliser pour la guérison. Dans un état de lucidité, vous pouvez vous adresser directement à une partie de votre corps malade ou à un symbole de votre maladie et lui demander ce dont elle a besoin, ou visualiser une lumière guérissante l'inonder. Les résultats de telles pratiques, bien que subjectifs, peuvent être profonds, car elles opèrent au niveau où le corps et l'esprit ne font qu'un.
Vous pouvez l'utiliser pour la créativité, en demandant à visiter votre musée intérieur ou votre atelier de création, des archétypes oniriques où les idées et les inspirations prennent forme. Les artistes lucides rapportent souvent en ramener des mélodies, des images ou des concepts entiers. Vous pouvez l'utiliser pour la croissance personnelle, en vous confrontant délibérément à vos peurs symbolisées, en pratiquant des compétences ou en ayant des conversations profondes avec des projections de votre psyché. Mais le pouvoir le plus transformateur de la navigation lucide est peut-être son application à l'effondrement quantique lui-même. En devenant lucide, vous prenez conscience que vous êtes l'observateur. Et en prenant le contrôle de votre observation, vous pouvez choisir délibérément ce que vous regardez dans le champ des potentialités. Au lieu de laisser votre psyché non résolue attirer à elle des scénarios de peur ou de conflit, vous pouvez diriger votre regard, comme un phare, vers les potentialités de paix, de résolution, de beauté et d'amour. Vous effondrez activement un futur plus lumineux dans l'espace protégé du rêve. Et comme nous l'avons établi, ces effondrements nocturnes créent des sentiers neuronaux et informationnels qui prédisposent votre conscience diurne à effondrer des réalités similaires. La navigation lucide devient ainsi un entraînement intensif à la création de réalités. Vous vous exercez la nuit à être le dieu de votre univers afin de devenir, le jour, un co-créateur plus conscient et plus efficace de votre vie. Cependant, cet immense pouvoir s'accompagne d'une responsabilité et de défis. Le premier défi est la stabilisation. Les premiers rêves lucides sont souvent instables, sujets à un réveil soudain ou à une perte de lucidité. La clé pour les stabiliser est l'engagement sensoriel. Lorsque vous devenez lucide, ne vous emballez pas. Au contraire, arrêtez-vous. Touchez le sol du rêve, sentez sa texture. Frottez vos mains l'une contre l'autre et concentrez-vous sur la sensation de chaleur et de friction. Observez les détails de votre environnement avec une curiosité intense. Cette immersion dans les sensations ancre votre conscience dans le rêve et prolonge considérablement la lucidité. Le second défi est l'éthique. Dans un espace où tout est possible, vos intentions et votre intégrité morale sont mises à l'épreuve. La tentation de céder à des fantasmes de puissance ou de gratification immédiate peut être grande, mais il est crucial de se rappeler que le monde onirique n'est pas un jeu vidéo. C'est un écosystème vivant de votre propre psyché, et les actions que vous y posez ont une résonance réelle en vous. Agir avec bienveillance, respect et un désir authentique de croissance est essentiel pour que cette pratique reste saine et évolutive. La navigation lucide n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se rapprocher de la sentinelle intérieure, d'accélérer l'intégration de l'ombre et d'expérimenter directement la nature plastique de la réalité. C'est une discipline qui demande de la patience, de la persévérance et de l'humilité. Certaines nuits, la lucidité sera là, éclatante. D'autres nuits, elle se dérobera. L'important est de persévérer sans s'attacher aux résultats. Chaque tentative, qu'elle soit couronnée de succès ou non, envoie un message puissant à votre inconscient. Je veux me réveiller. Je veux participer. Je veux reprendre mon pouvoir. En maîtrisant peu à peu cet art de la navigation lucide, vous ne faites pas que transformer vos nuits. Vous allumez une lumière qui ne s'éteint plus. Vous cultivez une qualité d'attention et d'intention qui commence à irradier dans votre vie éveillée. Vous devenez plus présent, plus conscient des choix que vous faites à chaque instant, plus responsable de la réalité que vous co-créez. Le rêve lucide est une école pour l'éveil, et c'est depuis ce poste de pilotage reconquis que nous pourrons, dans notre prochaine et dernière étape, contempler l'horizon ultime, ces échos dimensionnels où nos créations oniriques voyagent bien au-delà de notre individualité pour toucher le tissu même du multivers. L'huile éternelle. Nous voici parvenus au terme de notre voyage, au seuil du mystère ultime qui sous-tend tous les autres. Après avoir exploré les mécanismes de l'effondrement quantique, dialogué avec nos ombres et navigué entre les dimensions,
nous devons maintenant nous confronter à la source même de l'observation. Qui est celui qui observe l'observateur endormi? Qui est le témoin de la sentinelle intérieure? Derrière le flux incessant des états de conscience, veille, rêve, sommeil profond, persiste une présence immuable, une conscience pure et sans attribut que les traditions védiques nomment Sakshi, le témoin, et que nous appellerons ici l'huile éternelle. Cette conscience n'est pas un objet que l'on peut percevoir, car elle est ce qui perçoit toute chose. Elle n'est pas un état que l'on peut atteindre, car elle est le contexte même dans lequel tous les états apparaissent et disparaissent. Elle est la conscience originelle, antérieure à la naissance de votre premier souvenir, survivante à votre dernier souffle, et totalement indifférente au fait que vous soyez éveillé ou endormi. L'œil éternel n'est pas une entité personnelle. Il n'a pas d'histoire, pas de préférence, pas de jugement. Il est comparable au ciel. Les nuages, vos pensées, vos émotions, vos identités, y passent, le modifient temporairement. Mais le ciel lui-même demeure inchangé. Dans le contexte du sommeil, l'œil éternel est cette conscience fondamentale qui observe aussi bien le déploiement de vos rêves les plus fous que le silence noir et sans forme du sommeil sans rêve. Elle est le substrat sur lequel le film de votre vie, diurne et nocturne, est projeté. La sentinelle intérieure, dont nous parlions plus tôt, est déjà une manifestation individualisée de cette conscience, un reflet focalisé de l'œil éternel dans le miroir de votre psyché. Mais l'œil lui-même est au-delà de toute individualité. Il est la source de la lumière qui illumine à la fois le rêve et le rêveur. Comment alors approcher cette réalité insaisissable? On ne peut la chercher comme on chercherait un objet perdu, car elle n'est jamais perdue. Elle est toujours là, plus proche que votre propre souffle, plus intime que votre propre nom. La voie d'accès n'est pas l'effort, mais le lâcher-prise. Elle se révèle dans les interstices, dans les moments de vide où l'activité mentale s'arrête brièvement. Au réveil, dans cette fraction de seconde où vous êtes conscient d'être conscient, avant que le monde et votre histoire ne reviennent vous habiter, là, dans cet espace nu, brille l'œil éternel. De même, à l'endormissement, dans le dernier soupir de la pensée, il est présent. Et même au plus profond de votre sommeil, quand il n'y a plus ni rêve ni perception d'un monde extérieur, il est là, témoin de l'absence même. Son existence éprouvée par un fait simple. Au réveil d'un sommeil sans rêve, vous savez que vous avez bien dormi. Cette connaissance immédiate, je dormais profondément. Qui en est le témoin, sinon l'œil éternel? Reconnaître cette présence fondamentale a des implications profondes pour notre compréhension de l'observation quantique endormie. Tous les pouvoirs que nous avons explorés, l'effondrement des potentiels, la navigation lucide, les échos dimensionnels, prennent source dans cette conscience pure. Ils sont des expressions de son énergie créatrice, canalisée à travers le prisme de votre individualité. Lorsque vous devenez lucide dans un rêve, c'est l'œil éternel qui, pour un instant, reconnaît sa propre nature à travers le personnage du rêve. Lorsque vous influencez d'autres réalités, c'est l'œil éternel qui communique avec lui-même à travers l'illusion de la séparation. Le travail sur les rêves, la guérison, la croissance personnelle, tout cela n'est en définitive qu'un processus de purification du miroir pour qu'il puisse refléter plus clairement la lumière de l'œil. Le but ultime n'est pas de contrôler ses rêves, mais de se reconnaître comme étant cette conscience qui rêve, qui veille et qui dort. Cela ne rend pas notre voyage superflu. Au contraire, il devient sacré. Chaque effort pour devenir plus conscient dans vos rêves, pour intégrer votre ombre, pour émettre des échos bienveillants, est un acte d'alignement avec votre nature la plus essentielle. Vous ne créez pas l'œil éternel, vous vous souvenez de lui, et en vous en souvenant, vous lui permettez de s'exprimer plus pleinement à travers vous. La peur de la mort, l'angoisse du néant, se dissolvent naturellement dans cette reconnaissance. Comment pourriez-vous mourir, vous qui êtes la conscience elle-même, le témoin éternel de la naissance et de la mort de toutes vos formes? Le sommeil profond, si proche de la mort dans son apparence, devient alors non plus une menace, mais une preuve.
Chaque nuit, vous faites l'expérience de votre propre immortalité. Vous goûtez à l'état de conscience pure, non duale, libéré de l'identification au corps et à l'esprit. Alors, comment cultiver cette reconnaissance dans la vie de tous les jours? La méditation est l'entraînement par excellence. Non pas une méditation de concentration ou de visualisation, mais une méditation de simple présence, d'attention sans objet. Asseyez-vous, fermez les yeux, et au lieu de suivre vos pensées ou votre respiration, demandez-vous: qui est celui qui est conscient? Qui est celui qui écoute? Ne cherchez pas une réponse mentale. Tournez votre attention vers celui qui cherche. Sentez la présence qui est là, avant toute réponse. C'est elle. Dans le flux de la journée, créez des points de présence. Arrêtez-vous brièvement, quelques fois par heure, et prenez conscience de votre conscience. Sentez le « je suis » sous l'agitation des activités. Ce simple geste, répété, ancre la reconnaissance. Et dans le sommeil, l'intention est encore votre allié. Avant de vous endormir, au lieu de programmer un rêve spécifique, vous pouvez formuler l'intention la plus fondamentale. Cette nuit, que je me souvienne de qui je suis, que je reconnaisse le témoin en moi, au-delà du sommeil et du rêve. Vous ne cherchez pas une expérience spectaculaire. Vous cherchez à vous établir dans la source de toute expérience. Parfois, cette intention portera ses fruits sous la forme d'un rêve de clarté absolue, où vous vous expérimenterez comme conscience pure, voyageant librement. D'autres fois, elle se manifestera simplement par un réveil empli d'une paix et d'une certitude inexplicables. L'œil éternel est notre héritage le plus précieux, notre nature véritable. Tout le reste, nos histoires, nos succès, nos échecs, nos rêves les plus beaux et nos cauchemars les plus sombres, n'est que le jeu changeant de la conscience avec elle-même. En terminant ce voyage à travers les mystères de l'observation endormie, nous revenons donc au commencement. Le premier et le dernier mot est la conscience. Elle est l'observateur et l'observé, le rêveur et le rêve, la nuit quantique et le jour qui lui succède. En vous couchant ce soir, souvenez-vous que vous ne plongez pas dans les ténèbres, mais que vous retournez à la source de toute lumière. Vous ne perdez pas conscience, vous vous dissolvez dans la conscience. Et c'est de cette dissolution que naît, à chaque instant, le miracle d'un monde nouveau. Nous voici parvenus au terme de ce voyage extraordinaire à travers les territoires inexplorés de la conscience endormie. De l'effondrement des potentiels quantiques à la reconnaissance de l'œil éternel, nous avons parcouru ensemble les 8 cercles de cette nuit quantique où se joue silencieusement l'essentiel de notre pouvoir créateur. Si je ne devais vous laisser qu'une seule conviction à l'issue de cette exploration, ce serait celle-ci: vous n'êtes jamais passif. Même dans les bras apparemment innocents de Morphée, vous exercez une influence active sur le tissu de votre réalité. Votre lit n'est pas un lieu de repos, mais un laboratoire alchimique où se transmute le plomb du quotidien en or de potentialités nouvelles. Intégrer l'observateur multiple, c'est accepter que nous sommes des êtres stratifiés, complexes, habités par différentes qualités de regard. Il y a l'observateur diurne, pragmatique, ancré dans le consensus matériel. Il y a l'observateur endormi, plus libre, qui navigue dans le champ des possibles et effondre des réalités oniriques. Il y a la sentinelle intérieure, témoin constant qui veille au seuil des mondes. Et il y a l'œil éternel, la conscience pure et impersonnelle qui est la source de toute observation. Ces observateurs ne sont pas en compétition, ils forment un écosystème cohérent, une hiérarchie de conscience qui collabore pour faire de vous un être unique et pourtant connecté à l'univers tout entier. Le travail n'est pas de les unifier de force, mais d'établir entre eux un dialogue fluide, une circulation d'informations et d'intentions. Lorsque l'observateur diurne apprend à faire confiance aux insights de l'observateur endormi, lorsque la sentinelle intérieure devient un guide écouté et que tout cela s'ancre dans la paix de l'œil éternel, alors vous atteignez ce que l'on pourrait appeler la maturité quantique. Cet état n'est pas une destination lointaine, mais une orientation, une pratique de chaque instant. L'appel que je vous lance
est celui d'un éveil quantique permanent. Non pas un éveil qui signifierait ne plus dormir, mais un éveil à ce qui se passe réellement lorsque vous dormez. Un éveil à votre propre pouvoir nocturne. Cela commence par des gestes simples, mais porteurs d'une intention profonde. Tenir ce journal de rêve, ne serait-ce que pour y inscrire un seul mot, une seule sensation au réveil. Prendre 2 minutes chaque soir, avant de fermer les yeux, pour formuler une intention claire pour la nuit. Pratiquez dans la journée ces tests de réalité qui entretiennent la graine de la lucidité. Et surtout, cultivez cette curiosité bienveillante, cette attitude de chercheur qui ne juge pas ses rêves, mais qui s'en émerveille et cherche à en comprendre le langage. Vos nuits sont une école. Chaque rêve est un cours, chaque cauchemar un examen, chaque rêve lucide une démonstration pratique de votre nature divine. Dans cette école, vous apprenez les lois fondamentales de l'univers, l'interconnexion de toutes choses, le pouvoir de l'intention, la malléabilité du temps et de l'espace, et la nature illusoire de la séparation. Ce que vous expérimentez la nuit dans le monde intérieur prépare le terrain pour ce que vous manifesterez le jour dans le monde extérieur. En apprenant à naviguer consciemment dans l'un, vous devenez un architecte plus habile de l'autre. Rappelez-vous que chaque fois que vous vous endormez, vous ne fuyez pas la réalité. Vous plongez dans la matrice même d'où toute réalité émerge. Vous rejoignez cet océan de potentialité pure où tout est encore possible. Et par la qualité de votre observation, vous participez à la grande œuvre de la création. Vous n'êtes pas un simple consommateur d'existence. Vous en êtes un co-créateur actif. L'éveil quantique permanent est cet état de grâce où l'on cesse de subir sa vie pour commencer à la rêver en conscience, afin de pouvoir ensuite la vivre plus pleinement. Alors, en refermant ce chapitre, je vous invite à emporter avec vous cette vision élargie de vous-même. Vous n'êtes pas seulement ce corps qui marche, ce mental qui pense, cette personnalité qui interagit. Vous êtes aussi et surtout ce rêveur lucide, cette sentinelle vigilante, cet œil éternel qui contemple la danse de l'existence. Votre aventure ne fait que commencer. La nuit qui vient est une nouvelle page blanche, un nouveau champ de possibles. Quelle réalité choisirez-vous d'y effondrer? Quel écho enverrez-vous à travers les dimensions? Quelle part d'ombre inviterez-vous à danser? La réponse n'est pas dans ce livre, ni dans mes mots. Elle est en vous, dans le silence qui précède le sommeil, dans cet espace où tout est encore possible et où vous détenez enfin toutes les clés. Bon voyage, cher explorateur, et que vos nuits soient quantiques